Donc, la table ronde va s'organiser avec d'abord Christian Côté qui va nous poser des questions, en fait, qui va soulever des difficultés. Et je pense qu'on sera amené à discuter avec la salle de ces difficultés-là. On va essayer de tenir les temps parce que, comme on le disait, il y a des gens qui ont des trains et des avions. Donc il faut qu'on fait quoi, 40 minutes de table ronde 40 minutes, oui. 30 à 40 minutes de table ronde. C'est parce qu'on veut plus que vous ralliez, c'est pour ça. Alors, Monsieur Côté, on a bien fait un contrat. Ça y est. Vous faites votre diapo, vous posez la question voilà. Et après les autres parlent. Hein. Vous ne parlez pas tout le temps. On est d'accord, c'est une vraie table ronde. Voilà, donc on a changé notre fusil d'épaule puisque on passe directement à la table ronde. Il n'y aura pas de topo de notre part respective, Sandrine et moi. Donc voilà, on va se plier à la discipline. Alors, je vais juste rebondir sur ce qu'on s'est dit hier, puisque hier j'ai déjà traité les attentes des patients, justement pour poser des questions qui seront traitées par la table ronde. Voilà, tout simplement, en effet. Donc hier on a présenté le paysage, évidemment j'y reviens pas, pour dire que ce paysage c'est une nouvelle ère. On a été nombreux à insister sur le changement de paradigme auquel les malades, les parents des malades et les cliniciens étaient confrontés aujourd'hui. Et donc cette nouvelle ère crée effectivement de nouvelles questions. Et c'est ce qu'on va aborder dans la discussion. Alors, ça va, je pense que ça va aller très vite, il n'y aura pas besoin d'y insister beaucoup. J'avais évoqué un certain nombre de risques sur des effets secondaires qui ont été repris dans différents topos ce matin. Et la question, enfin la recommandation que l'on pourrait faire, c'est que il faut documenter le suivi des malades, que ce soit pour des raisons d'identification de tous les risques qui peuvent être auxquels peuvent être confrontés les patients et les cliniciens. Isabelle en a évoqué l'a évoqué dans le cadre de la thérapie génique. Donc il faut le documenter et il faut aussi le documenter parce que, comme ça a encore été évoqué ce matin, ces nouvelles thérapeutiques ont été autorisées sur la base d'essais cliniques à très faible effectif. Donc il y a besoin aussi de consolider. Et donc la question de la base, alors je ne sais pas si la table ronde veut rebondir là-dessus, c'était la question de la documentation, voilà, je n'en dis pas plus sur ce premier point et je laisse la table ronde s'exprimer. Chevalier de la table ronde. Oui, je pense que juste on a tout à l'heure mis une petite inquiétude sur la durée de la base SMA. C'est évident qu'on a besoin d'un long terme follow-up et que nos autorités de santé ne demandent pas 5 ans, mais des suivis à 15 ans sur ces thérapies innovantes. Donc de toute façon, cette base a comme objectif de vivre longtemps, riche et bien portante, c'est bien évident. Vas-y. Voilà, oui, donc non, et là c'est un sujet plutôt consensuel, donc je pense que non, mais là c'est absolument indispensable, je dirais, d'avoir des données en vraie vie standardisées, quasi protocolisées dans un contexte filière, ce qui est en train d'être fait. Donc ça, c'est indiscutable et on doit faire ça pour tout nouveau traitement, toute thérapie innovante, ce qui ne remplace pas quand même les essais, parce que là aussi, je pense que l'industrie se repose aussi sur cette force que l'on a de faire des essais en vraie vie, mais ce ne sont pas ça n'a pas la finesse, et ce qu'on a vu quand on discutait des MCRO, c'est que même si on trouve des outils pertinent, ça ne remplacera jamais un essai thérapeutique. Donc le problème, il reste là aussi. Voilà. Le consensus y est. Et il faut aussi rappeler que les autorités réglementaires ont demandé ce suivi à moyen long terme par rapport à ces nouvelles thérapeutiques. 15 ans. À l'heure actuelle, on est à 15 ans d'obligation de suivi. Comme ce sujet ne soulève pas de débat, nous continuons. Je propose d'avancer. Sauf s'il y a des personnes qui sont... Sauf si quelqu'un veut s'exprimer ou poser une question sur cette problématique. Qui est opposé aux bases de données dans la salle? Enfin, si on veut faire l'avocat des patients, c'est vrai que certains patients
souffrent de la contrainte liée aux évaluations, parce que ça c'est un problème récurrent, et donc il faut faire de la pédagogie, parce que là ça on ne peut pas y déroger, mais c'est aussi quand même contraignant pour le patient de passer une journée à faire des tas de tests, des tas d'évaluations, donc ça on en est conscient. Mais donc voilà, ce qu'on explique souvent, c'est qu'on est quand même devant des traitements dont on ne connaît pas l'efficacité à long terme, et en gros, il n'y a pas trop le choix. On peut s'adapter quand même, on peut limiter les outils avec l'amélioration des connaissances, la pertinence des outils, mais il faut faire ces évaluations. Pascal, ça pose quand même une sacrée question qui est quand même 15 ans, il faut faire durer 15 ans cette base de données avec les moyens qui vont avec. Hein. Oui. Et ça, je pense pas que ce soit très anticipé. Moi mais si, tout va bien. Qui vis ça au CIC pour déjà la base SMA avec mes techs et voir le temps, l'énergie qui s'y passe, je suis pas sûr que sur 15 ans on va tenir la longueur, tu vois. Bon alors, il y a une chose, c'est que là, la rentrée de tous les patients, ça demande une énergie motrice au départ qui est très importante. Non, ben je sais parce que tu sais, moi, je gère une autre base de données, donc je suis au courant, mais je pense quand même qu'il y a l'initiation et l'entrée des patients qui est une première étape, et après il y a l'entretien qui est un deuxième type d'énergie et d'obligation. Mais comme l'État nous exige de pouvoir donner des résultats, obligatoirement il va y avoir une exigence de financement, et nous nous retournerons vers nos amis les laboratoires parce qu'ils en ont besoin aussi pour valider leurs produits. Donc de toute façon c'est du donnant-donnant, donc il n'y a pas photo là pour le coup. Voilà. La seule chose, c'est que je pense que dans ces bases de données, il ne faut pas oublier les enfants ou les patients non traités, qui donnent aussi beaucoup de renseignements et qu'on a besoin. Et c'est tout à l'heure, on parlait des enfants décédés, Martha en parlait. C'est peut-être pas à la mode de parler de dire qu'il y a des gens qui décèdent d'amyotrophie spinale, mais je suis désolée, c'est très important qu'on ait aussi ces renseignements. Donc je vous propose de passer, par contre, à la deuxième question, qui, elle, va sûrement provoquer plein de discussions. C'est la question de l'accès, c'est la question des RCP, qu'on a largement évoqué à plusieurs reprises. Et donc, la question du temps du diagnostic, parce que le constat a été fait, les enfants diagnostiqués arrivent trop tard, avec des symptômes déjà trop installés au moment où ils sont vus en RCP. Ça pose notamment le lien entre la médecine de ville et la médecine d'expertise, parce que ça commence déjà par le fait que les enfants, là où il y a le moindre soupçon, doivent être adressés dans un centre expert, et parfois l'errance diagnostique commence par le temps avant d'arriver dans le centre où l'expertise va pouvoir être réalisée. Donc il y a ces liens-là. Nous, en tant qu'association de malades qui accompagnons les familles et les malades, alors ici c'est plutôt des parents puisqu'on parle des RCP pédiatriques, on est en situation très inconfortable parce que nous avons du mal à réaliser un accompagnement de qualité lorsque l'issue de la RCP n'était pas celui qui était attendu par les parents. Ils attendaient quelque chose peut-être par rapport à la discussion qu'ils avaient eue avec leur clinicien référent, avec leur généticien, et la RCP a conclu autrement. Donc il y a cette difficulté-là. Et puis évidemment, pour sortir de cette situation où on a 40% des bébés SMA qui ne sont pas traités, il y a la question du dépistage néonatal, mais on y reviendra plus tard. Et je renvoie aussi au début d'échange qu'il y a eu tout à l'heure sur les attitudes différentes qui peuvent exister entre pays européens quant à qui prend la décision du traitement et qui est entre le clinicien et le parent, comment ça se passe. Voilà, plein de questions qui sont posées sur l'accès au traitement dans la situation actuelle. Moi, j'allais rebondir avant de passer à la partie la plus problématique sur le lien médecine de ville centre de référence. Alors moi, je le vois, enfin, je le vis côté adulte. La crainte que l'on a très clairement, c'est même la désintégration de la médecine de ville à l'heure actuelle. Parce que je prends notre région, il y a des départements de la région, du nord de la région, où il n'y a plus de neurologues sur le département. Donc il n'y a même plus de lien médecine de ville, médecine hospitalière, tout simplement parce que en Creuse, il n'y a pas de neurologue. Donc là, si on aborde la misère de l'hôpital et de la médecine, là, je pense qu'on peut tous aller se coucher.
Comme je Mais préfère on sera boire d'accord. un verre de rhum plutôt pour me remonter le moral, je vais aborder les situations où il y a peut-être des solutions. Première question, réduire le temps du diagnostic. Alors là, je suis la première convaincue et je pense que tous les pédiatres qui font partie de la RCP pour les amyotrophies spinales en sont convaincus que le temps joue contre ces bébés et qu'il faut absolument qu'on raccourcisse le délai diagnostique. Et donc, on a mis en place plusieurs choses. On ne découvre pas aujourd'hui la roue. La première chose, c'est qu'on a commencé à faire des topos dans toutes les sociétés, la Société française de pédiatrie. On en est au 3e tour avec Brigitte de formation et de réinformation des pédiatres en disant pensez à la myotrophie spinale avec des vidéos, des choses et autres. Qu'on a introduit ça dans le cours de pédiatrie dans les différentes universités pour essayer de booster les étudiants qui font de la médecine générale et qui ne passeront peut-être pas tous en pédiatrie, ce qui est un problème à l'heure actuelle. Et on a mis en place une plaquette qui est diffusée selon les régions en lien avec un labo initialement, mais sans préjuger du traitement que recevra cet enfant, pour remettre les points cardinaux du diagnostic d'amyotrophie spinale de type 1, pour que tous les médecins généralistes et les PMI et les pédiatres reçoivent au moins une fois cette plaquette et y pensent. Elle est hyper simpliste et normalement elle est censée les faire réagir et elle est distribuée par région, puisque au dos de cette plaquette, il y a les téléphones d'urgence des 300 références avec un mail qu'ils doivent contacter en urgence si un des enfants qu'ils voient correspond à ces points d'alerte. Donc ça, c'est fait. Il faut que ça marche. Et l'objectif, c'est que ça doit démarrer de façon, je dirais, visuelle et réelle début décembre. La plaquette est faite, tout est fait. Et donc, l'objectif, c'est de voir sur un an si ça raccourcit notre délai diagnostique. La deuxième chose à laquelle on avait pensé, j'en ai parlé avec Sandrine et avec un certain nombre d'entre vous déjà, c'était de mettre une petite fiche à l'intérieur des carnets de santé avec 3 mots-clés du genre abolition des réflexes, tenue de tête. Enfin, il y a 3 mots-clés qui suffisent largement. Et si en gros le pédiatre ou le médecin généraliste ou le médecin de PMI, au moment où il vaccine cet enfant, c'est-à-dire à 2 mois, à 3 mois, coche une de ces 4 items, il a un téléphone à appeler et en urgence, cet enfant est vu pour vérifier si ce n'est pas une amyotrophie spinale. Quand on a proposé ça, moi j'avais contacté l'ARS, ils n'étaient pas très chauds puisque vous savez que les carnets de santé dépendent de l'ARS. Et donc là, peut-être que nous pouvons faire une union pour y aller ensemble et faire introduire ce feuillet supplémentaire dans le carnet de santé. Ça me semble une excellente chose et on peut faire alliance pour porter cette question devant les autorités de santé. L'alliance de la table ronde. Ouais. Alors, Ouais, j'utiliserai mon passé ARS pour aller voir Voilà. mes collègues. donc on Alors, compte sur Sandrine. Je ne sais pas si vous avez d'autres suggestions dans la salle pour sensibiliser et raccourcir ce délai diagnostique qui, en effet, chez les tout petits est vraiment probablement ce qui pèse le plus contre l'avenir de ces enfants et de ces bébés. Ouais, ben je sais bien, c'est pour ça que... Mais j'espère qu'on va faire mieux. Tu sais, moi, je suis... Oui, mais les Parisiens font toujours tenace. mieux. Non, je suis très agressive. On a l'expérience plaquette dans la région de Lyon, où on l'a faite il y a 1 an, avec même un QR code, avec une télexpertise, enfin, vraiment une entrée rapide. Et malheureusement, rien. 0. Et malheureusement, on a revu arriver dans l'intervalle 3 ou 4 patients vraiment avec un retard diagnostique très important. Donc je suis très déçue sur l'efficacité de ces plaquettes. Mais Et pourtant, c'est lyonnais, donc c'est forcément une bonne proposition. non, mais j'ai l'impression que les gens reçoivent tellement de trucs par courrier que je sais pas, ils les lisent pas, a priori. Non, ils mais lisent de toute pas, façon, on essaie de trouver des solutions. On constate un délai et on essaie de trouver... Moi, je pense que le carnet de santé, ce serait peut-être plus efficace, mais là, il faut qu'on fasse sauter le verrou des ARS. Ouais. Oui, mais il faut que l'ARS l'accepte. Ouais. C'est ça notre problème. Le carnet de santé, l'atout, c'est que c'est un document qui est officiel, qui est un document de suivi, qui va accompagner l'enfant jusqu'à ce qu'il soit adulte, normalement. Donc, c'est peut-être une bonne proposition, sûrement. Il y avait quelqu'un d'autre sur le côté ?
Ouais, enfin bon, je suis pas sûr que... Enfin, faut pas perdre de vue que le Téléthon, c'est d'abord et avant tout une opération de collecte de fonds. Je suis pas sûr qu'on puisse y ranger toutes les revendications qu'on serait... Non, puis il faut faire, ça doit être de l'éducatif ciblé, autrement ça va devenir un vent de panique délirant, et c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est quand un médecin vaccine un bébé de 2 mois, il lui jette un coup d'œil, il tape ses réflexes, il regarde s'il tient sa tête, et s'il y a un des 2 trucs, il a un doute, ben, il appelle le numéro, et puis c'est tout. Mais on en parlait tout à l'heure, les médecins touchent de moins en moins les malades. Oui, le problème, il est là aussi. Mais quand ils vaccinent, ils sont obligés quand même de le toucher. Vous voyez, au moment où ils piquent, on a peut-être une petite chance. Alors, Sandrine. Pardon. Oui, mais je disais, enfin, sur la partie médecine générale que je connais, les maîtres de stage qui voient passer tous les internes, ça peut être un bon vecteur. Parce qu'il y a une espèce de compagnonnage, et si on passe par les maîtres de stage, ils voient quand même un certain nombre d'internes et d'externes, et ça peut être, ils sont proches de la fac, ils peuvent, s'ils sont OK, s'ils sont sensibilisés, ils peuvent être de bons relais. Je vais être méchante, mais le meilleur enseignement, c'est quand ça leur est arrivé une fois. Ou quand on a eu des externes dans le service, généralement, ils ne ratent plus jamais le diagnostic, quand ils sont médecins généralistes pendant 30 ans après. Voilà. Oui, j'avais juste un autre aspect, vous avez certainement identifié aussi. Combien de temps il y a entre le moment où on arrive avec sa petite recommandation du médecin ou son inquiétude et le premier rendez-vous neuro? Ah bah là, normalement, il est prévu que l'enfant est vu dans moins de 48 heures. C'est pour ça que c'est fait pour être une urgence. Je parle pas faut-il que ce soit fléché comme une urgence par le médecin. Non, mais en fait, voilà, mais bien sûr, c'est pas forcément fléché. Il a peut-être, comme vous dites, sur 5 cases causé une case, donc c'est pas forcément urgent, etc. Et du coup, on va peut-être patienter X. Non, mais ça veut dire qu'il faut que dans sa tête, quand il a fait une croix, c'est une urgence. Je vais prendre un exemple très différent, la tumeur cérébrale. Quand vous êtes un médecin généraliste, qu'un enfant rentre dans votre bureau de consulte, parce que là je parle d'un truc que je connais assez bien, et qu'en l'examinant, vous avez le moindre doute que cet enfant a une tumeur cérébrale, dans les 3 heures, il est aux urgences pédiatriques d'un hôpital. C'est-à-dire le médecin traitant prend son papier et envoie « je suspecte une tumeur cérébrale ». Ça veut dire que dans sa tête, quand il pense tumeur, il pense urgence. Là, il faut que les médecins, quand ils voient ce bébé qui ne tient pas sa tête ou s'ils n'arrivent pas à trouver un réflexe, ils pensent urgence. Alors qu'ils l'amènent aux urgences de l'hôpital ou qu'ils appellent un numéro qu'on leur a pré-imprimé pour que ça aille plus vite, cet enfant doit être vu dans les 48 heures. Ok. Juste pour être sûr qu'on parle de la même chose, je vais vous parler de mon cas personnel. Non, mais je sais, le délai moyen, c'est 3,6 mois. Oui, c'était même 6 en fait. La première fois, j'avais le papier du médecin et le bilan psychomote. Je vais à l'hôpital et on me dit, madame, c'est 6 mois de délai pour un premier rendez-vous. Et heureusement, non mais je vous incrimine pas, au contraire, vous allez voir la fin de l'histoire. Du coup, je n'en reste pas là, mais on n'est pas tous comme ça malheureusement, et c'est pour ça qu'on se bat. Et j'ai envoyé donc ce dossier à tous les hôpitaux parisiens. Et à Necker, j'ai eu un rendez-vous effectivement 2 jours après la réception de mon dossier. Mais ce n'est pas le cas de partout. Et du coup, d'où ma question, comment faire pour justement qu'il n'y ait pas ces délais ou je ne sais pas. Voilà. Je crois que quand il y a, comme le disait le docteur, quand il y a urgence, normalement le médecin il sait prendre son téléphone quand même. Hein. Enfin, on a régulièrement soit des emails, soit des coups de téléphone de médecins généralistes y compris qui nous appellent et qui nous disent il faut voir ce patient en urgence. C'est sûr que si au bout d'une lettre qui fait 3 pages, il y a écrit que les réflexes sont absents, on a plus de mal à identifier. Enfin, je pense que c'est pareil pour vous. Nous, on reçoit une trentaine de demandes de consultation par semaine à peu près. Moi, j'en traite 250 par semaine. Voilà. Donc, en effet, je suis très contente qu'on ait répondu en 48 heures. Mais vous voyez mon niveau de stress pour que je sois sûre d'avoir repéré ça au milieu des 250. Voilà, la difficulté, c'est que pour nous, s'il n'y a pas écrit urgent dans le manchon de l'email ou des choses comme ça, ça peut être difficile pour nous d'identifier le caractère urgent d'un courrier écrit manuscrit de façon manuscrite. Où on n'a pas forcément la capacité de lire même ce qu'il y a écrit. Enfin, je n'ai pas assez d'expérience personnelle. Hein, mais...
C'est pour ça qu'il faut que ce soit quasiment un peu monosynaptique, c'est-à-dire que ça devienne un système réflexe. C'est pour ça que je prenais l'exemple de la tumeur, parce que je pense que dans la formation des médecins, c'est devenu un truc un peu réflexe, alors que la myotrophie spinale ne fait absolument pas partie de leur réflexe. Ouais. Parce que le nœud, il est là aujourd'hui, quand on parle d'errance diagnostique. Une fois que la personne qui a le bébé qui a des symptômes, une fois qu'il est entre les mains d'un service spécialisé, le diagnostic ne pose pas de problème. On sait diagnostiquer la myotrophie spinale. Il n'y a pas de risque d'errance qui suit l'arrivée dans un centre de référence. Par contre, c'est tout ce qui se passe avant l'arrivée dans le centre de référence qui crée la situation à problème qu'on évoque. Tout ça fait réinsister sur ce que disait le docteur Deguerre, c'est la formation en fait. Hein. C'est la formation des médecins, l'information, c'est ça qui est le nerf de la guerre pour justement diminuer le temps de diagnostic. Mais peut-être qu'au vu de vos expériences personnelles là, en tant que famille, on peut peut-être identifier d'autres nœuds de blocage que nous, on ne connaît pas ou qu'on identifie moins bien, pour savoir à quel niveau il faut intervenir. Moi, c'est les deux que j'ai identifiés, mais il y en a peut-être d'autres qui sont... Il y a un argument qui jusqu'à présent n'existait pas, c'est que le médecin qui n'est pas expert de la pathologie, il ne savait pas que... il ne connaît pas la pathologie, puis deux, il ne sait pas qu'elle est traitable et qu'il faut qu'elle soit traitée en urgence. Donc non seulement il faut qu'il apprenne à identifier la maladie, d'où ce qui vient d'être évoqué, mais en plus il faut qu'il sache que dans ce cas-là, il y a une urgence extrême de mise en place d'un traitement. Ouais, et puis souvent, quand c'est en médecine générale, il y a un rôle rassurant, disant il est un peu mou, mais bon, ça va passer, il était prématuré. Donc il n'y a pas le petit réflexe en disant c'est pas un bébé tout à fait normal, qui n'a pas tous les réflexes. D'ailleurs, on ne fait pas les réflexes. On ne devrait pas, s'il devrait être fait. Et donc c'est ça le problème, c'est se dire tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne vais pas avoir un discours rassurant parce que les parents, la maman est en attente, je vais plutôt, sans inquiéter outre mesure, quand même demander une consultation spécialisée. Et ça, le fait de ne pas savoir, c'est pas un problème. Il faut se référer à quelqu'un qui connaît. Et donc, je crois que c'est aussi un des problèmes, c'est quand il y a une situation, et ça, c'est la formation en médecine générale, savoir se tourner vers un centre spécialisé qui, lui, pourra répondre. Et là, on a une phase où... voilà, si on ne sait pas, s'il y a le moindre chose qui ne va pas, on ne dit pas c'est parce qu'il est prématuré, c'est parce que c'est pas grave. Il faut vraiment qu'il y ait le réflexe, et Isabelle a tout à fait raison. C'est comme avant chirurgical, le médecin généraliste ne va pas le garder dans sa consultation. Et là, c'est vraiment un problème de formation en amont. Alors, cette partie-là, je pense qu'on est tous d'accord. Et on voit même des éléments de plan d'action pour avancer. La partie qui suit, elle est peut-être plus problématique. Les RCP et l'issue des RCP. Tout à l'heure, Brigitte Chabrol a évoqué le fait qu'en France, les premiers à mettre en place des RCP, c'était dans le domaine de l'oncologie, c'était dans le domaine du cancer. Or, je ne suis pas sûr de moi, mais je le mets dans la discussion, il me semble bien qu'au départ, dans les RCP du cancer, il y avait une représentation des patients. Il me semble bien. Alors, on vient de lire le texte de loi, là, parce qu'on n'était pas mauvais élèves, on n'était pas en train de répondre à nos mails avec Brigitte, on était en train de chercher le texte de loi sur les RCP, ce qui nous a permis de le relire et de voir qu'en effet, les associations de patients ou les patients ne sont pas habilités ou ne sont pas inclus dans la RCP. Par contre, quelqu'un doit porter la voix du patient et donc c'est le médecin référent du patient. Après, moi, ce que je voudrais pas, c'est qu'on en vienne à une concentration contre la RCP en pensant que c'est elle la source de tous les maux. Et là, je veux juste répondre à deux choses qui m'ont un peu choquée de la part de Madame qui représente SMA. Marie-Christine. Voilà, qui se reconnaîtra. La première, c'est de sous-entendre que la RCP a une sorte de droit de vie ou de mort, deus ex machina sur les gens et sur leur traitement. C'est bien plus compliqué que ça. Et je veux dire, en tant que médecin, malheureusement, on peut avoir le droit de vie et de mort au quotidien en se gourant de diagnostic. Il n'y a pas besoin d'une RCP. Donc ça, c'est le premier point. Et je crois qu'il ne faut surtout pas rentrer dans ce schéma-là parce que là, vous êtes toxique et votre juriste gentil conseiller est extrêmement toxique. Et donc la notion de légalité de la RCP je ne sais pas où il l'a tiré, c'est peut-être dans la juridiction allemande, mais en tout cas, c'est pas ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus durs que ce que vous imaginez être notre RCP. Et vous n'avez pas cité un pays qui est célèbrement connu pour ça, c'est la Grande-Bretagne.
où là, ça ne se joue pas à savoir s'il y a des arguments pour ou contre, gentiment, un peu, pas du tout. Il y a une enveloppe budgétaire et c'est pas dans l'enveloppe, c'est sortez. D'accord ? Donc il faut quand même revenir à ce que veut dire la RCP. C'est une réunion de concertation et ce qu'on a essayé de vous montrer pendant 2 jours, c'est pas qu'on passait notre temps à couper des têtes d'enfants et d'adultes, mais qu'on essayait de s'améliorer et d'essayer de trouver la solution en l'état de nos connaissances la meilleure possible pour l'enfant. Et le deuxième point légal que je voudrais souligner, parce que là encore, c'est un problème de loi de pays, c'est qu'en France, en pédiatrie, c'est l'intérêt premier de l'enfant qui prime et ce n'est pas l'avis des parents. Et ça, je suis désolée, mais c'est la loi. Donc, il faut aussi de temps en temps la lire intégralement. Et donc, en effet, quand il y a discussion, il y a l'avis des parents qui est pris, comme pour les limitations de soins en réanimation. C'est la même chose. L'avis des parents est pris. Évidemment, il est écouté. Et après, la discussion professionnelle, elle a lieu en essayant de statuer ce qui paraît être l'intérêt premier de l'enfant, c'est-à-dire ce qui serait le mieux pour lui en termes d'avenir. Et donc, c'est comme ça qu'en France, il y a des limitations de soins en réanimation, comme vous le savez, alors que, par exemple, c'est interdit en Allemagne pour des raisons qui ont lié à la période de 39-45. Donc, votre juriste, il faut peut-être qu'il revérifie les textes aussi fonction de ça. Les neuropédiatres en Allemagne, on a discuté plusieurs fois avec eux, sont très clairs. Ils ne peuvent pas discuter de limitation de soins ou même d'abstention thérapeutique parce que c'est non conforme à la loi eu égard à ce qui s'est passé entre 39 et 45 en Allemagne. Donc c'est pour ça, il faut faire attention à ce qu'est la loi et je veux bien qu'il y ait un juriste allemand qui ait l'avis de l'Europe, mais c'est très pays dépendant et c'est jamais si simple que ça. L'avis de la RCP, il reflète c'est ce que j'allais dire, il reflète la complexité des situations. Il faut pas, enfin, clairement, il ne faut pas croire que pendant la RCP, il y a un jugement. Hein. Enfin, moi, j'ai été un peu choqué aussi par le terme de recours après la RCP. L'idée de la RCP, c'est pas du tout un jugement. Alors chez les adultes, l'avantage, c'est que on n'est pas du tout dans l'urgence et donc nous, on n'est pas du tout dans le même type de discussion qu'en pédiatrie. Mais là, je représente un peu la RCP adulte parce que les collègues de Toulouse sont partis. À la RCP adulte, si un dossier est litigieux, entre guillemets, ou à discuter, ou souvent la réponse de la RCP, c'est tu en reparles, enfin, tu dois tous, hein, tu en reparles avec ton patient, tu fais le point avec lui, et tu reviens présenter à la RCP. Hein. Il n'y a pas du tout... voilà, il n'y a pas vraiment besoin de recours, entre guillemets. Et puis si on a envie de présenter un dossier tous les mois jusqu'à ce que la RCP lâche, entre guillemets, on peut présenter tous les mois. Enfin, je veux dire, Emmanuel Campanas-Salor, c'est pas Hitler. Hein. Donc voilà, il faut pas du tout voir ça comme... et je sais que c'est vécu comme ça, hein, comme un couperet qui tombe, comme... des choses comme ça, c'est vraiment, on discute entre nous et clairement, on cherche à trouver quelle est la meilleure solution en se disant qu'on est obligé de respecter la rationalité et d'aller au-delà de l'émotion qu'on éprouve tous dans certaines situations. Et parfois, on a aussi, nous, des difficultés, clairement, dans l'attachement, dans le transfert. Hein. Donc il y a des situations où même pour nous c'est compliqué et nous on ne sait pas quel est le bien, quel est le mal et parfois c'est jamais blanc, c'est jamais noir, c'est souvent gris hein, en médecine. C'est pour ça, alors on entend bien tous ici que la question est très différente, se pose très différemment entre les RCP d'adultes, l'accès au traitement pour les adultes et l'accès au traitement pour les enfants. On n'est pas dans la même situation je dirais de la mort aux trousses, c'est pas du tout la même chose. Hein. Mais du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Tiens, peut-être que quelqu'un veut s'exprimer pendant ce temps-là. Oui, ce que je voulais dire, c'est ce que j'ai dit hier. C'est Guilhem qui m'y fait penser. J'imagine qu'il y a des RCP où c'est une décision collégiale, donc il y a immédiatement consensus. J'imagine. Il y en a d'autres où le cas est très débattu. Il y a les pour, il y a les contre, il y a les mitigés. Et moi, je prétends, c'est ma conviction de parent, c'est que quand c'est très débattu, compte tenu de toute l'incertitude qu'il y a aujourd'hui sur l'efficacité et puis ce qu'il adviendra après traitement de ces enfants, je dis que quand il y a débat
où on est 40 versus 60 et qu'il suffirait peut-être qu'il y ait un clinicien de plus dans la RCP pour que ça bascule de l'autre côté à ce moment-là. Donc quand il y a ce débat-là, ça devrait quand même pencher systématiquement vers l'option d'un traitement. Alors, vous devriez assister au RCP, mais en discret, je ne vous montrerai pas, parce que, en effet, quand nous sommes dans une situation où ça se joue à une voix, eh bien, on choisira de traiter en ayant l'idée que c'est peut-être pas la bonne solution, mais qu'on n'est pas assez fort dans notre décision consensuelle. Donc, sur la différence par rapport à beaucoup de pays, c'est que nous, on a l'honnêteté d'afficher ce qu'on fait. Et quand on dit on a discuté 65 dossiers et il n'y a que 30 enfants qui ont été traités dans les types 1, et on se donne la peine de dire que c'est des types 1A, 1B, de vérifier le nombre de copies. Alors vous avez vu quand même que dans beaucoup de pays, ils sont même pas foutus de savoir combien de copies ont les enfants qu'ils traitent. Je suis un peu méchante, mais ça me fatigue un peu d'avoir des leçons de morale des Italiens qui comptent pas les copies, des Allemands avec leurs problèmes de Shoah et autres. Donc je pense qu'il faut revenir un peu aux vraies règles. Et la vraie règle, c'est que quand on n'est pas capable d'avoir une opinion tranchée, c'est-à-dire 90% penchent dans un sens et 10% on dit non, et ben dans ces cas-là, généralement, on va aller en faveur du traitement en se disant qu'on fait peut-être une connerie, mais on le fait quand même. Et quand Brigitte vous a parlé tout à l'heure ou hier, je sais plus quand, du bébé qui est d'ailleurs décédé 2 mois après, où il avait été traité et qu'on était mitigé, c'était exactement ça. C'est-à-dire que les avis étaient très partagés, étaient même plutôt un peu contre, mais il n'y avait pas de décision suffisamment consensuelle et on a dit on y va quand même. Et ça s'est fini que cet enfant est décédé parce qu'il était extrêmement fragile et qu'il a fait 2 surinfections pulmonaires derrière, plus la thérapie génique, et que voilà. Et que là, les parents ont acté pour le coup, la demande clairement de limitation de soins, c'est-à-dire d'arrêt de réanimation. Donc, la réflexion, elle n'est pas... D'abord, on vérifie qu'il y a au moins un nombre suffisant de gens, c'est-à-dire ça ne se fait pas entre 3 personnes autour de l'apéro parce que les autres n'ont pas pu participer à la RCP. Donc, au minimum, dans la RCP, il y a au moins 15 ou 20 personnes. Et si ça se joue à 2 voix ou à 1 voix, ça va trancher en faveur du traitement parce qu'on n'a pas un équilibre suffisant pour prendre ce risque-là. Mais souvent, l'avenir nous dit, la suite nous dit le contraire, c'est-à-dire qu'en fait, c'était peut-être pas une très bonne idée. Voilà, c'est tout. Alors, le dernier point, c'est que nos équipes, nos référents de parcours de santé qui accompagnent ces parents sont en difficulté, je le disais tout à l'heure, parce que ils n'ont pas suffisamment d'informations pour faire cet accompagnement de qualité. Donc la question que je pose à Phil Nemus, c'est comment on pourrait faire en sorte qu'il y ait une plus grande proximité pour que collectivement, parce qu'en fait, il ne s'agit pas, c'est pas l'AFM versus Phil Nemus, c'est ensemble pour mieux accompagner les parents quand ils sont confrontés à une issue de RCP qui ne correspond pas à ce qu'ils attendaient compte tenu de ce qu'on leur avait dit. Alors, je pense que, alors là, après je parle plus, c'est promis. Pour les types 1, je pense que la grande différence, c'est que dans, je dirais 90% des cas, ces enfants ne sont connus de personne, ni de l'AFM Téléthon, ni personne au moment où la discussion a lieu. Il y a quelques rares cas où les parents ont déjà essayé de se renseigner, mais il y en a quand même une immense majorité où je pense que vous n'êtes même pas interpellé. La deuxième chose, si à l'annonce de la décision de la RCP ou de la proposition de la RCP, les parents sont, je dirais, contre notre proposition ou ne la comprennent pas ou ont du mal à l'accepter, on leur propose systématiquement d'aller voir une deuxième équipe médicale, pas pour changer d'avis, mais pour que les choses soient peut-être expliquées différemment et réexpliquées, parce que tout se joue sur les mots et la façon dont on explique les choses. Donc moi, ça m'arrive à peu près 1 fois ou 2 fois par mois de voir des parents d'enfants qui ont été, entre guillemets, récusés à cette RCP, où il a été décidé de ne pas faire de traitement, pour un deuxième avis et pour une réexplication ou une relecture des choses. Et par exemple, je me souviens au moins de 3 enfants qui ont été vus consécutivement par Susanna, moi et un 3e médecin après la décision de la RCP. Donc
moi, je suis tout à fait d'accord pour que, évidemment, certains de vos accompagnants interviennent, mais c'est vrai que réellement, on essaie de donner le choix de rediscuter et on propose systématiquement qu'ils voient une deuxième équipe médicale, voire une troisième. Je sais qu'un certain nombre de parents ont été voir Odile, par exemple, quand elle s'occupe d'Emotion, je sais, mais c'est quelque chose qu'on discute de façon très clairvoyante entre eux. On leur impose pas un autre interlocuteur, on leur dit, ben voilà, on vous propose de voir un de ces médecins si vous le souhaitez, ben, généralement soit sur leur région, soit ailleurs. J'ai vu des parents qui sont venus de Bretagne, qui sont venus de Lille, qui sont venus de Reims, des fois avec le bébé, des fois sans le bébé, et même maintenant en Zoom quand on ne peut pas déplacer le bébé. Donc on essaie au maximum de réexpliquer quand il y a une décision de non-traitement. Alors moi je peux faire un commentaire très rapide pour les adultes parce que j'ai l'impression que le problème... On y vient aux adultes, parce que ça vient. Les adultes, c'était le... Non, je veux dire les référents, les adultes sont souvent leurs référents parcours santé, parce que eu égard à ce qu'on disait sur l'intellect plus que préservé des patients adultes, moi j'ai le sentiment qu'ils sont avertis de tout et qu'ils maîtrisent toute l'information. Bon, il y a probablement certains patients qui ont des référents, mais moi j'ai pas le souvenir d'avoir été contacté spécialement par rapport à des décisions de RCP. Non, je pense que moi, les cas que j'ai en tête, c'était des cas de RCP pédiatriques. C'est ce que j'ai en tête. C'était pas des cas de RCP adultes. Sur les RCP adultes, mais justement on y vient, puisque on a évoqué hier un certain nombre de points sur l'accès des adultes au traitement, donc qui se traduirait ici sur le fait qu'il faut aujourd'hui, au stade du déploiement de ces thérapeutiques, accélérer le déploiement des thérapeutiques accessibles aux adultes. Donc ils sont aujourd'hui le Spinraza et le Risdiplam. Risdiplam dans un contexte qui est très restrictif aujourd'hui, qui reste très restrictif aujourd'hui, puisque c'est un traitement de deuxième intention. Ça a été plusieurs fois rappelé. Ça va changer sans doute dans les... Voilà, dans quelques semaines, mois, du coup, Spinraza et Risdiplam seront deux alternatives thérapeutiques. Il n'y en aura pas un qui sera un traitement de première intention et l'autre de deuxième intention. Donc, ça va changer. Du coup, il y a eu cette question tout à l'heure de les traitements, comment on cible ces traitements. Moi, je pense qu'il n'y a pas lieu de cibler les traitements pour les malades adultes qui peuvent bénéficier de ces traitements, parce qu'en effet, on a parlé beaucoup de stabilisation, mais les témoignages de malades qui nous reviennent, soit derrière traitement Spinraza, soit derrière traitement nusinersen, dans un certain nombre de cas, il y a des sensations de mieux-être, de moins de fatigabilité, de petites améliorations. Alors tout ceci doit être objectivé et ça renvoie au premier point sur la documentation dans la base de données. Mais c'est une question parce qu'on est très loin aujourd'hui d'avoir proposé le traitement à tous les adultes qui pourraient en bénéficier. Il y a la question, je vais jusqu'au bout, des savoir-faire pour les injections intratécales compliquées. Ce savoir-faire n'est pas partagé partout, dans tous les centres hospitaliers. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut adresser les malades pour lesquels c'est pertinent dans les quelques centres qui sont outillés pour le faire? Ça, c'est sur l'aspect injection. Et puis là, le dernier point, c'est le changement aussi de vision que cela représente pour ces adultes. Quand on parle de compensation ensuite des incapacités, faut réviser le jugement. Maintenant, on serait dans une stratégie de compensation des incapacités, mais dans une perspective de reconquête de gestes qui s'étaient effacés par la maladie. Voilà, donc un petit peu en vrac toutes ces questions pour les adultes. Sur le dernier point, je crois que c'est fondamental d'associer les rééducateurs de façon générale, le médecin PR, l'ergothérapeute et autres dans les consultations pour prendre en charge de façon globale le patient et ne pas penser juste à l'injection et qu'il ne vient pas juste à l'hôpital pour son injection et il s'en va tout de suite après. De refaire le point sur la prise en charge, notamment ergothérapique sur les patients les plus sévères, je pense que c'est fondamental et de les accompagner quand ils s'améliorent. Alors, il faut faire attention quand même à un biais cognitif. On a toujours envie de voir on voit plus ce qu'on a envie de voir que ce qu'on n'a pas envie de voir. Et donc,
clairement, on est tous très très heureux et même ravis hein, quand on améliore un patient, quand on permet à un patient dont on voyait qu'il était, ou une patiente qu'il ou elle était en train de perdre la marche et que 2 ans après, enfin moi je pense à une patiente, hein, et que 2 ans après, elle marche toujours et elle utilise son fauteuil que de temps en temps. Et moi je suis vraiment ravi quand je vois ça. On voit aussi quand même malheureusement des patients qui s'aggravent et on a quand même, je pense tous, le biais cognitif de ne pas trop vouloir voir ces patients-là, enfin de pas les voir, de pas voir l'aggravation et essayer de ne retenir que les améliorations du traitement, alors qu'on n'est pas face à des traitements qui sont anodins. On va revenir dessus, hein, mais c'est vrai que traiter un adulte avec du risdiplam, dont on sait quand même que ça va modifier l'épissage d'autres gènes à long terme, alors qu'on a des données modérées. Enfin, voilà, il y a toujours quand même une balance. On est toujours un petit peu gêné face à ces médicaments pour lesquels, comme on le disait ce matin, chez l'adulte, on a des données plus que limitées quand même. Hein. Donc voilà. Donc, parfois c'est un petit peu difficile, même pour nous, de prendre des décisions parce qu'on avance un petit peu dans le brouillard avec les mains en avant. Et alors oui, alors moi, il me vient une autre idée, c'est que pour être un peu provocateur, tous les patients n'ont pas forcément envie d'avoir un traitement. Enfin, on le voit moi je l'ai vécu depuis longtemps dans la maladie de Pompe. Là, on le voit aussi chez les patients adultes stables face à ces nouveaux traitements dont on ne connaît pas encore bien le suivi à long terme. Et il y a beaucoup de patients, enfin beaucoup, pas des tonnes, mais il y a des patients qui disent je préfère attendre. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue. Enfin, le médecin. Bien sûr qu'il faut proposer les nouveaux traitements, leur offrir aux patients les nouveaux traitements. J'ai dit proposer. Je sais très bien, qu'il y a une frange de la population qui ne souhaite pas le traitement dans l'état actuel des connaissances. Il y a aussi une façon de présenter les traitements aux patients qui peut être de dire voilà, il faut vous prendre ce traitement. C'est vrai que dans l'ensemble, moi, personnellement, vu quand même le faible effet qu'on a actuellement chez les adultes très sévères, dont on a présenté les résultats, on leur en parle, et on laisse aussi le choix aux patients. Et parfois, et surtout quand il y a des nouveaux traitements qui arrivent, parfois on peut attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, et puis après, il y a un moment où le patient prend la décision et on y va. Mais bon, voilà, donc c'est pas parce qu'il y a un traitement qu'il faut forcément le prescrire. J'ai 2 réflexions. Je parlais du risdiplam, mais après, c'est vrai que nous, par exemple, on n'a pas... Enfin, une des questions qu'on se pose, hein, c'est 10 ans d'intratécal. Qu'est-ce qu'on va créer dans les 10 prochaines années, hein, aussi, parce qu'on leur met quand même un trou, on leur fait une brèche tous les mois au même endroit quand on le fait à la ponction lombaire. Nous, on injecte en sous-occipital pour les patients arthrodésés, donc on a quand même un peu la trouille à chaque fois aussi. Qui se passe un problème. Et j'avais une deuxième remarque c'était sur les patients. Moi j'ai plusieurs patients et ça c'est, je sais pas si c'est vrai qu'il faudrait qu'on travaille là-dessus. Il y a plusieurs patients qui m'ont dit mais non, prendre un traitement pour tous les jours ou venir à l'hôpital tous les 3 mois ou 4 mois, vous faites de moi un malade, docteur. Et je sais pas quelle expérience là, je pense qu'il faut demander à la salle. On a vraiment quelques patients qui se considèrent pas comme malades et que la médicalisation ils avaient une prise en charge qui n'était finalement pas très médicalisée parce qu'ils étaient plutôt stables, voilà, et du coup ils se retrouvent avec une prise en charge médicale très très lourde avec des suivis qu'ils n'avaient pas, et il y en a plusieurs qui me disent mais vous me rendez malade, enfin vous me faites voir comme un malade alors que je me voyais pas du tout comme un malade. Tu mets un chiffre, tu mets un score. Exactement, ouais. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui peuvent réagir à ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué sur plusieurs consultations des gens qui me disaient ça. Je pense que les ados, ils ont le droit de choisir. Il y a des adolescents qui choisissent de ne pas avoir de traitement. Et de fait, je pense qu'on doit respecter leur choix. Allez, alors les nouvelles pistes. Donc il y a des besoins d'approfondir la recherche clinique sur la comparaison des thérapies du gène. On a évoqué hier quelques injections d'un splicing modifier, puis de la thérapie génique. On peut aussi évoquer la thérapie génique qui pourrait avoir une efficacité
limité suivi d'une injection d'un splicing, enfin d'un modificateur d'épissage. Donc il y a des questions qui se posent. La problématique des doses, parce que si on surexprime la protéine SMN, il y a des risques possibles d'effets négatifs. Donc il y a des questions de seuil optimal. Voilà, il y a toutes ces questions qui sont posées aujourd'hui à la recherche clinique. Il y a aussi la problématique des doses de traitement pour les modificateurs d'épissage, j'allais oublier. Il y a aussi cette problématique-là. Il y a des essais en cours, hein, par exemple. Alors les combinaisons de thérapie, c'est sûr que ça touche en première ligne la pédiatrie. Ce qui est un vrai problème, c'est que dans pas mal de pays, et moi j'ai vu le registre international, les gens ont fait tout et n'importe quoi. Donc il est très difficile d'en tirer une expérience de ce qu'ont fait les autres. On doit être un des rares pays à avoir dit on fait la thérapie génique et on fait rien d'autre, au moins pendant 1 an, pour essayer d'avoir les idées claires. Il y a plein de pays où ils ont eu un peu de nusinersen avant, un peu après, et puis une petite chouillette de risdiplam, et on regarde ce qui se passe. Donc en fait, c'est extrêmement difficile de voir quelque chose. Je peux juste dire, sans donner des chiffres, que en tout cas, ce qui est clair dans ce registre, c'est que les patients qui ont eu nusinersen puis derrière thérapie génique, ils ont des moins bons résultats que ceux qui ont eu que thérapie génique en première intention. Alors pourquoi? Pas parce que c'est mauvais, mais parce que probablement ce ne sont pas les mêmes patients. C'est-à-dire ils étaient un peu plus vieux, on les a fait durer avec le nusinersen, et derrière on a mis la thérapie génique. Donc en tout cas, je pense que la combinaison, ça va vraiment demander des analyses beaucoup plus fines que ce qui est affiché à l'heure actuelle, et qu'on va avoir du mal à avoir les idées claires parce que ça part dans tous les sens selon les pays, selon les us et coutumes des gens, selon les pressions financières, selon probablement aussi les pressions des familles, les convictions des médecins, et que tout ça ne repose sur aucune, je dirais, base de raisonnement. Parce que c'est vrai que intellectuellement, on se dit, je m'occupe du SMN1 avec la thérapie génique, je m'occupe du SMN2 avec une chouillotte de modificateur de splicing, et la vie va être belle. Sauf que si vous avez bien écouté le topo de Suzy le premier jour, la constitution de la protéine SMN et sa variabilité, sa stabilité, elle est extrêmement subtile, et elle est un équilibre de ces deux choses-là. Donc en agissant sur les deux, où on croit faire mieux, c'est pas sûr qu'en fait on fait mieux en termes de protéines SMN. Donc là, normalement, il y a 2 jours prévus à l'ENMC. C'est pour ça que Susanna n'est pas là aujourd'hui, puisque c'est le sujet de travail des 2 jours de l'ENMC. Moi, j'y vais à partir de ce soir et pour samedi et dimanche, où on va réfléchir en particulier à ça. Donc, à mon avis, c'est quand même très compliqué, et je n'ai pas d'idée préconçue. J'ai un peu de méfiance, et en tout cas, je pense que on n'a pas d'idée en termes de recul sur l'effet que ça a sur ces enfants à long terme, quand même, tous ces modificateurs d'épissage. Donc, partir dans tous les sens. Donc, c'est bien sur la rubrique recherche clinique. C'est de la recherche clinique, il faut approfondir. Voilà, et je finirai juste par dire par expérience, puisque je cohabite à Necker avec le service d'Alain Fischer, qui est dans le même bâtiment que moi, 2 étages en dessous, où en rigolant, on appelle ça le service des immunomodifiés ou des génétiques modifiées. C'est qu'en fait, en faisant intervenir, que ce soit de la greffe de moelle, de la thérapie génique ou autre, vous allez modifier l'histoire naturelle de la maladie de ces enfants, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont plus être malades, ça veut dire qu'ils vont exprimer des choses différemment dans d'autres domaines. Et donc, ça demande une hyper-vigilance, parce que c'est complètement différent de l'essai thérapeutique où on a une fenêtre de tir, on a un objectif, on prouve que ça marche. Là, vous allez vous trouver exposé à de l'expression de phénomènes qui vont arriver 6 mois après, 1 an après, 2 ans après. Je vous rappelle que les premiers malades, ce n'était pas avec la même thérapie génique, mais les premiers malades traités par thérapie génique par l'équipe d'Alain Fischer ont tous fait un lymphome dans les 5 ans qui ont suivi, qu'ils ont traité, qui a été successful après chimiothérapie et autres. Bon, pas tous quand même, mais il y en a eu. Les 5 premiers, si. Oui. Le temps qu'ils réadaptent la dose. C'était pas le même vecteur, c'était pas le même gène. C'est la première chose que je viens de dire. J'ai dit que c'était pas la même chose. J'ai juste dit qu'au moment où ils ont initié ça, ils n'avaient pas envisagé que 5 ans après, ils seraient confrontés à ce problème-là. À l'heure actuelle, on a la même réflexion avec la drépanocytose, où il y a de la thérapie génique, et où en fait, les patients traités par thérapie génique développent d'autres symptômes. Ils n'ont plus la drépanocytose, mais ils ont autre chose. Donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant, et c'est pour ça que plus on mélange les thérapeutiques, plus on va avoir du mal à être
prudent et bénéfique pour les enfants, de mon point de vue. Donc, approfondir la recherche surveillance. clinique. Exactement. Je passe. Bonne base de données. Oui. Donc bientôt le mot de la fin, les mots de la fin. Alors, quand on parlait de recherche clinique, il y a aussi la problématique de la combinaison entre la thérapie du gène et des traitements qui sont susceptibles de renforcer la fonction musculaire, les traitements antimyostatines, la voie de la troponine, etc. Il y a un certain nombre de... Il y en a au moins 3 aujourd'hui qui sont en essai clinique. Et donc, il y a peut-être là une complémentarité intéressante à regarder. Même réponse, c'est intéressant. Mais on peut déjà écouter Olivier Biondi qui nous dit qu'il faut faire bouger les enfants. Et donc, pour aller jusqu'au bout, les apports de l'exercice adapté qu'il faut continuer de documenter, bien sûr. Ça n'appelle pas de commentaires ou de questions de la salle? Il y a consensus. C'est magnifique. Il y a épuisement. Alors, bon, donc là, on va passer... Mais moi, je fais une petite digression, mais c'est peut-être plus difficile aujourd'hui de faire de l'exercice adapté que de la thérapie génique, faute d'équipes compétentes pour superviser des programmes de réentraînement à l'effort. Parce que c'est un vrai métier et on en manque. Il faut pas, c'est comme pour le reste, il ne faut pas faire n'importe quoi, on est d'accord. Ouais. Hein. Oui, bon, la recherche clinique, c'est aussi dans la compréhension des autres impacts de la maladie sur les autres systèmes, les autres organes, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer là-dessus. Il y a de nouvelles questions qui sont posées, puisqu'il y a eu des évocations, des publications sur d'autres effets, sur le foie, sur le pancréas, etc., qui font partie du paysage aussi. C'était surprenant qu'une protéine qui était ubiquitaire ne fasse de l'effet que sur une cellule. Donc c'est assez logique qu'on voit apparaître d'autres choses. C'était le début qui était un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il y a des effets majeurs et des effets mineurs, probablement. Et ne pas oublier pour autant, je dirais, les basiques de la prise en charge, parce que ces patients sont améliorés, mais ils conservent les séquelles de la maladie, ils ne sont pas guéris. Donc tout ce qu'on a pu dire au fil de ces 2 journées sont importants dans le domaine du suivi, dans tous les aspects respiratoires, cardiologiques. Je ne refais pas l'exposé d'hier, mais ça reste complètement d'actualité. Et l'intérêt de mettre en place un suivi long terme après l'utilisation de MTI, c'est que ça va renforcer les opportunités d'un meilleur suivi clinique en général. Il y a à mon avis une chose importante, on n'a pas parlé, mais comme ça je serai peut-être plus consensuelle que mes autres prises de position, c'est que je pense que c'est très important de revenir à la notion de patient expert et à la notion de parent expert. Moi je suis persuadée qu'on a plein de choses à apprendre réciproquement et que par exemple dans la base de données pour l'instant où on remplit des données qui sont factuelles et cliniques, et il y a une réflexion en cours où il faudra à un moment qu'il y ait un accès pour remplir des données entre guillemets patients experts. C'est ce qu'on est en train de faire pour la base du chêne et je pense que c'est utile. L'expérience que j'en ai pour les patients type 1 qui avaient une amyotrophie spinale qui sont décédés, où on avait fait participer les parents à un recueil de données complet avec un carnet et autres, c'est qu'on en retire plein de renseignements sur le quotidien, la vie et des petits signes que nous, on ne voit pas quand on voit les enfants en consultation pendant 1 heure, 2 heures ou une demi-heure d'évaluation. Donc, je reste très attachée à ça, mais il faut que ce soit structuré. Ce n'est pas juste des impressions, des sensations, des choses comme ça. Mais c'est très important. Moi, j'aurais une question plus vis-à-vis de la FM Téléthon et par rapport au maillage extrêmement important que vous avez sur le territoire par vos référents Parcours Santé, aussi par la notion de patient expert, pour nous aider collectivement à établir un réseau. Je rebondis sur ce que vous dites à la fin, parce qu'on est tous confrontés à ça, c'est-à-dire quel gynécologue on peut adresser un patient, quel dentiste, quel ophtalmologiste. Et je pense que là-dessus, on a vraiment quelque chose à faire ensemble, parce que vous avez le retour des patients quand on trouve des pistes. C'est-à-dire que vous nous renvoyez les questions, mais on vous renvoie la question aussi. Et je pense qu'il faudrait qu'on arrive quand même à un moment à avoir
cette espèce de réseau, en particulier hors neurologie, cardiologie, on va dire après prise en charge respiratoire, quoique quand on sait qu'on a un patient qui part sur un autre territoire, on ne sait pas toujours où l'adresser. Et voilà, moi là-dessus, c'est comment on pourrait travailler ensemble pour améliorer ça, parce que je pense sur tous les professionnels de santé, médicaux, paramédicaux, on a quelque chose à faire ensemble pour améliorer la prise en charge des patients. Sandrine ? Oui, c'est vrai qu'on a effectivement quelques données, on a des adresses, mais on n'a pas un recueil exhaustif de tous les professionnels libéraux qui peuvent se trouver sur des territoires et à quels ça pourrait être adressé. Mais j'espère, là, il y a Caroline qui est arrivée, qui va s'occuper de la partie kiné, pour renforcer ce qui a déjà été fait. Comme les psychologues, et c'est vrai qu'il faut qu'on travaille, et au sein de Philnomus, il faut effectivement qu'on participe pour qu'il puisse être mis à disposition les endroits où il puisse y avoir un gynécologue en capacité de faire un suivi gynécologique médical ou un suivi de grossesse parfois, parce qu'on se renseigne auprès des établissements. À Lyon, on sait à quel endroit il y a des choses, donc on a un recueil et on sait qu'à quelques endroits, il y a telle ou telle chose, mais c'est vrai qu'on n'a jamais travaillé ensemble en un vrai répertoire qui permettrait, gynécologie ou dentiste, kiné ou autre, permettrait d'avoir des réponses. Même en psychologue, on a des psychologues qui sont spécialisés, mais c'est vrai qu'on partage, voilà, on le fait pas. C'est une excellente idée qu'on peut... Donc, deuxième axe pour l'action. Ouais, deuxième axe. Ouais. Parmi d'autres. OK. Et le dernier thème, mais celui-ci, je pense, ne soulève pas de débat, c'est l'accélération des choses en France pour la mise en place du dépistage néonatal. Ça veut dire en pratique tenir les délais pour la mise en place du programme pilote en Nouvelle-Aquitaine et dans le Grand Est au premier trimestre de l'année 2022, préparer l'extension à d'autres régions. On a eu des contacts spontanés de la région Aura qui veut rentrer dans le dispositif, et je vois Carole, encore une fois, ça vient de la région Aura, donc c'est forcément très bien. Et puis surtout, le coup d'après, c'est de préparer le déploiement national. Mais on est pour ce point-là, on est déjà dans le dialogue précoce avec la Haute Autorité de Santé, avec l'Agence de la Biomédecine, avec la DGOS, avec la DGS, pour que les choses soient vues depuis le terrain jusqu'au national. Bon, merci beaucoup, Monsieur le président Christian. de séance. Merci beaucoup d'avoir animé cette table ronde. C'était mieux que ce qui était prévu.